réunis aujourd'hui tous, c'est un front uni contre la loi santé de Madame Touraine. Alors, vous le savez, cette loi santé a permis de nous réunir tous. Et aujourd'hui, vous verrez que le Front Uni est représenté. Le Front Uni réunit les établissements et tous les médecins libéraux. C'est, je dirais, historique. C'est historique et c'est exceptionnel dans les moyens et nos moyens pour lutter contre cette loi. Et je pense que dans cette conjoncture politique, je pense qu'il faut être de plus en plus fort parce que le combat va être rude. Donc je donne la parole à Lamine Garbi pour qu'il nous fasse un petit point sur les établissements et la situation. Merci. Merci Philippe. Donc je représente la Fédération d'hospitalisation privée, c'est 1000 cliniques sur tout le territoire et c'est 200 000 collaborateurs, 50 000 médecins libéraux et surtout c'est 8 millions de patients pris en charge toute l'année et c'est 2 500 000 patients pris en charge en urgence. Très tôt, dès le mois de juillet, enfin j'ai été élu au mois de juin, et dès le mois de juillet, lorsque j'ai rencontré la ministre, je lui ai dit « Madame, avec votre projet de loi, vous allez réussir une chose, c'est de faire un front uni avec les médecins, un front uni avec toutes les professions médicales, paramédicales, contre votre projet de loi. Je ne me suis pas trompé, malheureusement. 3 mois après, on se retrouve tous, je dirais, vent debout contre ce projet de loi et ce texte. Quels sont les, on va dire rapidement, quelle est la revendication première? La revendication première de l'hospitalisation privée, c'est de dire, nous sommes privés. Alors ceux qui nous aiment pas disent privé à but lucratif, mais ça ne me dérange absolument pas, pardon, commercial, lucratif, mais ça ne me dérange absolument pas. J'assume mon statut parce que tant que je serai 20 à 30% moins cher que l'hôpital public pour un même acte, je me dis que si j'arrive à faire encore un peu de bénéfices, ceux d'en face, ils ont des belles marges de progression. Donc ça ne me dérange pas. Au contraire, je suis fier de faire ce métier et c'est vrai que je suis fier de pouvoir le faire et le continuer surtout, le continuer avec ces missions de service public. Le débat porte sur la notion de service public hospitalier. Lorsqu'on prend en charge 8 millions de patients chaque année, 8 millions de publics, j'estime que nous sommes au service du public et par là même, nous réalisons des missions de service public. La loi nous en exclut, a priori. C'est-à-dire que j'appelle cela le droit de naissance. Le droit de naissance, c'est de dire tu es né du bon côté, parce que c'est le bon côté public, tu es service public hospitalier ou associatif. Tu es privé à but commercial, tu en es exclu. Même si tu prends en charge des urgences, même si tu es en secteur opposable, sur toutes les urgences, nous le savons bien. Et également, c'était l'accès. L'accès à nos plateaux techniques, vous l'avez vu, le projet de loi fait une dichotomie très forte sur le secteur 2. Le secteur 2, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est pas vous qui l'avez inventé, c'est vous qui subissez le blocage des honoraires depuis 30 ans. Donc ce secteur 2 est non seulement fondamental, mais obligatoire. Et il a rendu service pendant des années à l'assurance maladie, qui pendant ce temps-là vous a bloqué vos honoraires. Donc là-dessus, il n'y a pas débat. Mais de dire que s'il y a un seul médecin qui est dans nos cliniques, nous ne sommes plus habilités à être service public hospitalier, je ne comprends pas, je ne l'accepte pas, surtout que de l'autre côté, à l'hôpital, il y a un secteur libéral, 80 millions d'euros, on le sait tous, qui continuera à prospérer parce que la ministre l'a dit, elle l'a écrit dans le Figaro, juridiquement, c'est pas la même chose. Alors je sais pas, elle parle d'accessibilité, puis après elle parle de juridique, et j'ai une difficulté d'appréciation. Une difficulté d'appréciation également avec notre ministre. Elle parlait hier de beurre et d'argent du beurre. Je ne sais pas si je suis le crémier ou si c'est elle qui est la crémière, je ne sais pas, mais il faudra qu'on se positionne, c'est l'un ou c'est l'autre, mais ce n'est pas les deux. Des propos d'une ministre sur une grande chaîne d'information publique, c'est un petit peu déroutant, et ça prouve aujourd'hui le blocage que nous avons, le blocage idéologique et le blocage relationnel. Nous l'avons rencontré il y a une dizaine de jours, et surtout nous avons rencontré son directeur de cabinet à 4 reprises. 4 reprises en 10 jours, pour faire avancer ce texte de loi qui est pour nous mortifère parce qu'il porte, les germes de l'éviction des cliniques privées. Pourquoi? Parce qu'il dit que pour être renouvelé, vous savez que quand on est médecin, on a un diplôme. Moi, je suis pharmacien, donc j'ai aussi un diplôme. On a un diplôme à vie. Moi, j'ai une autorisation dans mes établissements qui dure 5 ans. Tous les 5 ans, je dois repasser devant le grand juge suprême. Tu l'as dit, Xavier, c'est l'ARS, qui, tous les 5 ans, va me dire tu es renouvelé ou tu n'es pas renouvelé. Et la loi porte les germes du non-renouvellement parce qu'elle dit que ceux qui sont en service public seront renouvelés en priorité. On est arrivé à le faire amender, mais ce n'est pas gagné.
Également ceux qui sont en service d'urgence. Ceux qui sont en service d'urgence, vous le savez, tous les médecins sont au secteur opposable réglementairement. Nous n'étions pas service public hospitalier. Donc, nous sommes arrivés à le faire modifier, mais ce n'est pas gagné. Mais il reste le dogme qui est le dogme princeps, qui est de dire nous ne sommes pas égaux. Nous ne sommes pas égaux parce que le service public restera à l'hôpital et le privé en sera exclu. Et pour moi, il y aura deux conséquences, c'est que ça va labelliser une double échelle tarifaire, public d'un côté, privé de l'autre, et ça va labelliser également une priorité. Lorsqu'il y aura un équipement lourd à donner, un scanner, un IRM, ça ira d'abord du côté du public, parce qu'on sait tous, le public est en mission de service public, sera prioritaire. Donc c'est pas acceptable et nous ne l'acceptons pas. Et je ne lèverai jamais le doigt devant l'ARS pour dire « Madame, Monsieur, est-ce que je peux continuer à travailler ? Est-ce que je peux continuer à travailler ? Est-ce que je peux continuer à faire mon métier ? Mon métier que j'estime être efficient, performant, et en termes de qualité, parlons-en, l'hospitalisation privée a les meilleurs scores qualité du monde public et associatif. Donc je suis fier de faire le métier que je fais et je veux continuer à le faire. Donc l'instant est non pas grave, l'instant est préoccupant, mais il est grave demain. Et c'est vrai que très tôt, avec Philippe et avec d'autres, nous sommes rentrés dans un mouvement de protestation. Alors certains se sont dit, on va commencer la protestation en fin d'année, du 24 au 31 décembre. Je me suis dit, et nous étions plusieurs à partager ce point de vue, nous voulons bloquer le système hospitalier, libéral également. Et du 24 au 31 décembre, nos cliniques, malheureusement, mais c'est un fait, elles ne sont pas très pleines. Donc on s'est dit, plutôt que de faire 24-31, on va bloquer le 5 janvier. Et tout ce qui va se passer avant sera très bien. Tout ce qui va se passer avant sera très bien, la fermeture des cabinets médicaux, la fermeture des consultations, la fermeture des cabinets spécialistes, ce sera bien. Les urgentistes qui commencent également à se mettre dans le mouvement du public, c'est bien. Les radiologues aussi, c'est bien. Tout ce qui va se faire avant est bien, parce que ça permettra d'une part de montrer ce front uni, et d'autre part de préparer nos établissements pour qu'ils soient vides le 5 janvier, et que nous commencions dès à présent, et c'est le mot d'ordre que je donne à mes collègues directeurs de clinique, que nous commencions à déprogrammer nos malades 5, 6, 7 janvier, que nos urgences soient fermées et que l'obstétrique soit également fermée. C'est un mouvement dur qui va se lancer, mais nous y sommes acculés. Et c'est vrai que la ministre, aujourd'hui, ne regarde que ce rapport de force. C'est triste, mais elle ne regarde que ce rapport de force. Et il faut qu'on montre aujourd'hui notre mobilisation, parce que si nous baissons les bras, et ce n'est absolument pas le cas lorsque je vois ce qui se passe dans les régions, les retombées qu'il y a, c'est tout de même assez extraordinaire. Au niveau de la fédération, le comité exécutif, à l'unanimité, et c'est pas, je suis le porte-parole, mais ce n'est pas moi qui ai pouvoir de fermeture sur l'établissement. On va prendre des exemples. Les grands groupes, Général de Santé, Capio, Vedici, Vitalia, Medi Partenaires, ont tous donné, ou vont tous donner, dans les jours et les heures qui viennent, un mot d'ordre de fermeture des urgences, de l'obstétrique et de déprogrammation. Donc ce n'est pas uniquement la FHP en tant qu'institution ou syndicat professionnel, c'est la base et le terrain. Et ça se fera bien évidemment avec vous, parce que sans vous, ce n'est pas la peine. Et sans vous, je ne serais pas allé au combat, parce que c'est une dualité. Nous nous battons pour vous, vous vous battez pour nous, et c'est un ensemble qui va permettre demain de continuer. Tout ce que je demande, c'est l'équité. L'équité entre le public et le privé associatif, l'équité. Je ne veux plus être marginalisé. Ce que je disais en préambule, je suis fier de faire le métier que je fais et je veux continuer à le faire. Les discussions vont continuer. Nous avons notre congrès mardi, mercredi. Le président du Conseil national de l'ordre des médecins, Patrick Bouet, me fait le plaisir et l'amitié de venir débattre. Philippe Cuc sera présent, d'autres également. Jean-Paul Hamon que j'ai vu, voilà. Jean-Paul sera là également. Jérôme Marty, bien évidemment, sera avec nous. Voilà, nous avons un congrès, un débat. J'ai invité notre ministre. Ce serait bien qu'elle vienne. Ce serait bien qu'elle vienne parce que vous serez là, les médecins. L'hospitalisation privée sera là. Est-ce qu'elle aura envie de débattre? Je ne sais pas. C'est peut-être un petit peu tôt parce que c'est vrai qu'en ce moment, avec la campagne de communication un petit peu agressive que nous avons menée ces jours derniers, je ne sais pas si elle est enclin à venir discuter et échanger. Mais comme c'est une femme courageuse, elle viendra, j'en suis certain. Et puis de toute façon, nous lui réserverons un accueil républicain. Il n'y a pas de danger là-dessus. Voilà ce que je voulais dire en introduction, c'est que la Fédération de l'hospitalisation privée est entièrement mobilisée, peut-être comme jamais. J'ai une carte de France, mais on vous la fera passer, où nous avons sur les 1000 cliniques
Nous avons aujourd'hui 70% d'établissements qui ont déjà renvoyé leur mouvement d'arrêt d'activité à la fédération et ça ne cesse de croître tous les jours. Tous les jours. Et nous ne lâcherons pas. Nous ne lâcherons pas, nous avons deux revendications. Un, c'est le report. Ce report de loi est acté. J'ai eu l'occasion d'en parler avec les plus hautes autorités de l'État. Le report est acté, ce sera après les cantonales. L'explication, ce n'est pas les cantonales, c'est la loi Macron de janvier qui va paralyser le pays. Donc peut-être que ça ferait beaucoup d'avoir et la médecine en janvier paralysée et les professions réglementées. Donc on a l'accord déjà que ce sera reporté. Il me reste une deuxième revendication, c'est la réécriture totale. Totale. Et ce n'est pas l'amendement, la virgule, le point, parce qu'ils ont essayé au cabinet, et je prie de vous croire que, je vous demande de me croire, ils essayent d'arranger, mais ce n'est pas possible parce qu'ils font le grand écart. Et le grand écart, ça se voit et ça ne tient pas. Le grand écart sur le secteur 2, et je vais en terminer par là, je vous le disais en préambule, le secteur 2 était le blocage d'entrée au service public hospitalier. Donc ils ont enlevé cette notion de secteur 2 et ils ont enlevé cette notion de blocage total. Ils parlent maintenant de proportion de médecins qui seraient en secteur 2 dans nos établissements et de plafond d'honoraires. Une proportion, je ne sais pas ce que c'est, et un plafond, mon plafond n'est pas le même que le vôtre, madame, donc je ne peux pas l'accepter, parce que je ne sais pas ce que ça veut dire, et on est d'accord. Et je vous rassure, je ne suis pas d'accord à ce qu'il y ait proportion et plafond. En revanche, je pense qu'il faut que collectivement, on réfléchisse à une accessibilité financière. Accessibilité financière. Et j'ai pas honte de dire, parce que nous sommes vertueux, le reste à charge. Ce que le patient paye in fine en hospitalisation, il est de 330 € dans l'hôpital public, il est de 220 € en clinique privée. Donc regardons ce qui se passe chez le grand frère en face, ou le frère, et regardons ce qui se passe chez nous. 56% de nos séjours sont faits sans dépassement d'honoraires. Sans dépassement d'honoraires, parce que vous êtes responsables. Vous êtes des médecins responsables. Donc, lorsque la situation l'exige de la précarité de vos patients, il n'y a pas de dépassement d'honoraires. Donc, arrêtons de vous stigmatiser, arrêtons de nous stigmatiser. Et peut-être que je suis le crémier, mais le beurre, il a un goût de margarine en ce moment. Merci.